Joli. Exactement. Juste en dessous. Bonsoir, et oui, grosse chaleur sur le football français. Nos deux invités pourront en témoigner dans un instant. Deux invités comme la semaine dernière, deux joueurs qui se sont mis en valeur hier soir lors de la 3e journée. À ma droite, Christian Pérez. Alors vous, avec le Paris Saint-Germain, vous avez remporté la victoire la plus large depuis le début de ce championnat, 4-0 contre Toulon. Oui, c'est vrai, c'est le renouveau, c'est le PSG qui a envie de marquer des buts, qui a envie de faire plaisir à son public. Avec nous également, Christian Jean-Pierre, Luc Sommer, le Monégasque. Il a peut-être marqué hier soir le plus beau but de la soirée, certainement même. Et puis vous m'avez dit qu'avec Monaco, il avait été remarquable face à Montpellier. J'ai une information encore plus importante. Il a raté le concert de Tina Turner pour venir nous voir, c'est sympa. Alors ça, vraiment, merci. Alors, voilà. Luc, le moral est au beau fixe? Ben, tout à fait, tout va bien. Hein. 3 matchs, 3 victoires, je crois qu'on ne peut pas demander mieux. Monaco est toujours là et tout va vraiment fort bien. Merci. Voilà, alors avant de retrouver nos invités et pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, voici les résumés de 5 matchs qui se sont déroulés hier soir. Commentaire Pascal Pro et Vincent Hardy. 10 000 spectateurs à Geoffroy-Guichard pour la venue de Nice. Les Verts, condamnés à gagner, se heurtent à une formation rouge et noire très défensive. En fin de première période, centre de Lambert, corroyé de la tête, but sur Morisseau. Dans la foulée, Moravchik, servi par Lambert, encore lui, est contré in extremis par un défenseur azuréen. En seconde mi-temps, Fabrice Mèche, déjà averti, est expulsé pour cette faute sur Cyprien. 78e minute, les Verts finissent par trouver la faille. Witschke ouvre sur Tibeuf qui résiste à la charge de 3 adversaires. Son tir croisé trouve Mendy qui loge la balle au fond des filets et offre à Saint-Etienne sa première victoire de la saison. La Beaujoire, terre d'accueil, le football club de Nantes qui a perdu son âme en y laissant des points. Ça continue même si les Nantais ont bien joué. 7e minute, coup franc de Paul Le Guen, bien détourné par Hector. 35e minute, il a 18 ans, il s'appelle Nicolas Wedek et pour sa première titularisation au poste de centre-avant, il marque 1-0 à la mi-temps. Seconde période et les jaunes auraient dû se mettre à l'abri. De retour du mondial et George Borucega touche du bois. Au lieu de cela, et contre le sens du jeu, Pau grille Maxime Bossis et arrache l'égalisation à 3 minutes de la fin. La Beaujoire, terre d'accueil. Match à sens unique hier au stade Bonal. Sochaux, dominateur face à Nancy, se crée plusieurs occasions nettes. 31e minute, Caveglia, gêné par Matriciano, ne peut conclure un service de Sylvestre. Deuxième mi-temps, belle action collective des Sochaliens. Bazdarevic s'appuie sur Caveglia. Talonnade de l'ancien joueur de Guignon. Bazda, seul devant le portier nancéen, échoue sur le poteau. 78e minute, coup franc de Thomas. Matriciano manque son dégagement. Madar en embuscade reprend de voler et donne à Sochaux sa première victoire dans ce championnat. 10 000 personnes au stadium et premier but inscrit dès la 10e minute par le transfuge du RP1 Aziz Bouderbala. 1-0 à la mi-temps et 45 minutes suivantes totalement argentines. Quant à la concrétisation, égalisation de Beto Marsico, sitôt la reprise après avoir trouvé la défense lyonnaise. 2-1 lorsque Beto Marsico, encore lui, amorti de la poitrine et bat Rousset. Puis 3-1 grâce à la nouvelle recrue du TFC, Acosta. Plat du pied devant Rousset. Première défaite de Lyon, première victoire de Toulouse et Beto Marsico est heureux. La suspension de Luis Fernandez ne saurait à elle seule expliquer la déroute cannoise face à Auxerre hier soir. 13e minute de jeu, Catalano déborde sur la droite, évite les tacs de Ravera et Ferry, centre pour Kovacs, tête piquée du Hongrois, 1-0 pour Auxerre. Seconde période, 58e minute, Chifo décale Roche, c'est le premier but de l'ex-Marseillais sous ses nouvelles couleurs. Cannes aurait pu revenir, mais Bray, malchanceux, trouve la transversale de Martini. 81e minute, nouveau coup franc pour Auxerre. Chifo avec l'aide involontaire du mur trompe Dussuyer. Score final 3-0. Auxerre ne pouvait mieux réagir après sa défaite contre Monaco. Nos joueurs s'étaient promis de se reprendre et de faire un bon match ici. Il a été bon et il a réussi au-delà de nos espérances puisque évidemment nous repartons avec une très large victoire. Mais l'équipe de Cannes a peut-être été trop vigoureusement punie par ce score.
Et nous allons parler de Bordeaux. Pascal Pro, vous aviez décidé d'y aller faire un petit tour cette semaine pour rencontrer Claude Bèze. Les joueurs bordelais, malheureusement, impossible. C'est vrai que pour le moment, Claude Bèze ne souhaite pas parler. Il ne se trouve pas digne des médias tant que Bordeaux est à cette place-là. Plus ennuyeux, la consigne est passée auprès des joueurs. On n'a pas le droit de faire d'interview ni avec les joueurs ni avec M. Goethals. Oui, nous avons eu Claude Bèze plusieurs fois au téléphone. Alors il dit qu'il reste tout à fait en bon terme avec TF1, mais c'est vrai, d'après lui, il n'est pas digne, ni lui ni ses joueurs, de parler parce que les résultats ne sont pas bons. Est-ce que vous avez tenté votre chance du côté de Jacques Chaban-Delmas? Alors je pense que M. Chaban-Delmas, il est parfaitement digne de parler, mais il ne le souhaite pas. En revanche, je l'ai eu ce matin un long quart d'heure, confiance absolue pour Claude Bèze, mais il attend lui aussi. Bon, pas d'enregistrement là non plus alors? Non. Vous avez travaillé quand même? Oui. Qu'est-ce que vous nous proposez? On est allé voir les journalistes de Bordeaux pour voir comment la presse bordelaise a vécu un peu ces 5 dernières années avec Claude Bèze. Pas toujours facile de travailler avec le président des Girondins. Ok, alors en route pour cette revue de presse bordelaise. Dérogation. Claude Bèze n'aime pas les journalistes, c'est son droit. Les journalistes parlent de Claude Bèze, c'est leur devoir, même si l'exercice n'est pas toujours facile. Sud-Ouest se trouve à Bordeaux en situation de monopole et règne sans partage sur la presse écrite. Malgré ça, les rapports Sud-Ouest girondins de Bordeaux fluctuent selon l'humeur présidentielle. Le droit à l'information est quelque chose qu'il ne connaît pas. C'est comme ça lui appartient. Il considère qu'il gère une entreprise et qu'il a donc le loisir de faire l'information sur cette entreprise au moment où il le souhaite, c'est-à-dire au moment qui lui paraît le plus opportun par rapport à la stratégie qui est la sienne. Claude Bèze aime si peu les journalistes qu'il a modifié l'emplacement de la tribune de presse du Parc Lescure. À l'origine du côté présidentiel, elle se lève aujourd'hui en face du président des Girondins, toujours satisfait de repousser un peu plus loin les médias. En décembre 88, quand j'ai commencé à m'intéresser aux affaires financières des Girondins, aux conséquences financières des non-résultats au plan sportif, j'ai été prié brutalement de quitter le vestiaire des Girondins, Manu Militari, et depuis ce temps-là, je n'ai plus du tout de rapport physique avec le président des Girondins. Pendant une saison complète, je n'ai eu aucun problème. On m'a laissé travailler tout à fait librement. Du jour au lendemain, Claude Bèze m'a convoqué dans son bureau, m'a insulté, m'a menacé et m'a dit « Quitte le haillant, ici tu es indésirable et si dans 3 minutes tu es encore là, tu es en grand danger physiquement. » Saison 83-84, nous avons dû venir au stade avec un huissier pour faire constater que les portes du stade nous étaient fermées, nous, journalistes de l'agence France-Presse, parce que nous n'avions pas retranscrit totalement un communiqué que le président Bèze nous avait fait passer et dans lequel il tenait des propos diffamatoires. Claude Bèze refuse aujourd'hui de s'exprimer et a plongé toute son équipe dans le silence obligatoire. Jacques Chaban-Delmas répète que la saison ne fait que débuter et ne quitte pas sa retraite estivale d'Asquin où il passe ses vacances en famille. En résumé, si la parole est d'argent en Gironde, le silence est d'or et ça tombe justement bien au moment où le club a connu les pires difficultés financières. Un match nul et une défaite auront donc suffi. Bordeaux est au bord de la crise avant même la 3e journée de championnat. Une crise dont les joueurs semblent être les acteurs bien involontaires. Premier visé en vérité, leur président Claude Bèze. Le mauvais climat rejaillit pourtant sur eux, manque de confiance et de chance. Cette frappe de Durand est l'exemple parfait. But, eh bien non, transversal. Du haut des tribunes, le résultat est le même. Bordeaux, d'entrée de match, est malheureux. Pourtant, les Girondins sont loin d'être mauvais. Ils sont même plutôt bons, mais maladroits. Et quand la balle est cadrée, comme ici, avec cette tête de Sénac, il y a dans les buts un certain Jean-Claude Nadon qui multiplie les arrêts de grande classe. Bordeaux domine, se crée beaucoup d'occasions, mais Lille joue bien le jeu et ne se contente pas seulement de défendre. Coup franc de Périlleux, arrêt réflexe de Bell masqué au départ de la frappe et tacle appuyé du gardien bordelais sur Brisson, non sanctionné. Non sanctionné, tout comme cet autre tacle de Sénac sur Périlleux. L'arbitre M. Lenné laisse jouer contre Girondin, Vervoort pour Kieft, remise pour Ferré qui n'est pas hors jeu. Il s'en faut d'un bon mètre. Coup de sifflet qui freine le milieu de terrain bordelais dans sa course. Les nouvelles règles concernant le hors-jeu semblent bien mal comprises par les juges de touche. Kieft affole en fin de première période la défense lilloise. Le Néerlandais adresse un centre parfait pour Vervoort, mais une fois de plus, pas de réussite.
Pas de réussite, mais également beaucoup de maladresse, comme sur ce débordement de Didier Deschamps. Jean-Marc Ferreri manque complètement sa reprise, ce qui attire les premiers sifflets des 15 000 spectateurs. En cette période de canicule, les joueurs souffrent, ils perdent pendant un match près de 5 kilos. Il faut bien s'hydrater, dommage que les consignes fédérales ne tiennent pas compte de la santé des joueurs, en interdisant par exemple la présence de bouteilles d'eau au bord du terrain. Tout ça explique peut-être la baisse de régime des Bordelais en seconde période, la plus nette occasion depuis la reprise est lilloise avec Henrik Nielsen. On commence à craindre le pire pour les Girondins, le pire qui arrive à la 65e minute, un coup franc du même Nielsen qui prend Bell à contre-pied. Lille mène 1-0. Un avantage de courte durée, 3 minutes plus tard, une ouverture de Deschamps pour Lizarazu, petite pichenette de l'arrière latéral bordelais. Malgré la chaleur suffocante, on commence côté bordelais à respirer. Il aura fallu attendre près de 250 minutes pour voir le premier but des vice-champions de France cette saison. Ce sera le seul du match malgré les efforts en fin de rencontre des joueurs de Raymond Goethals. Farjon, entré en cours de seconde mi-temps, échoue sur Nadon. Goethals n'en revient pas. On attend peut-être trop de ces Bordelais cette saison. On a tort par exemple de les comparer avec l'OM. Les deux clubs n'ont pas les mêmes moyens et donc plus les mêmes objectifs. Pourtant cette équipe a un gros potentiel, reste à ce qu'elle puisse s'exprimer librement, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. On dit Goethals menacé, n'est-il pas encore un peu trop tôt pour le juger? Peut-être, Martin, mais il n'empêche qu'on parle d'éventuels changements dans les Girondins, chez les Girondins dans les jours à venir. Qu'en pensez-vous, Pascal? Au niveau de la présidence, certainement pas. Jacques Chaban-Delmas est très clair. Il n'interviendra pas cette saison, ou du moins pas tant que la saison ne sera pas finie. Alors peut-être au niveau de l'entraîneur, mais ça, il faudrait poser la question avec Claude Bèze, mais il ne parle pas. Eh oui. Alors autre chose, Martin Zara nous a dit que Philippe Périlleux avait été excellent hier soir à Bordeaux. Je vous parle de Périlleux parce que Jean-Marc Guillou, vous le savez, va continuer à analyser pour nous tous les matchs du championnat. Une fois par mois, nous donnerons son carré d'as. Et pour ce mois de juillet, après 2 journées, Christian Jean-Pierre, eh bien c'est Philippe Périlleux qui arrive premier. Vous avez tous les détails. Vous voulez des détails? Oui. Alors les 3 meilleurs attaquants sont 3 Yougoslaves, c'est assez étonnant. Le numéro 3 c'est Stojkovic, numéro 2 Suzik et numéro 1 c'est Hasanovic de Metz. Vous voyez, pourtant Stojkovic a manqué une mi-temps, la première, et je crois que sinon il aurait été dans le classement général. Hein, il n'y est pas là. Absolument. Les 3 meilleurs défenseurs, numéro 3 Emmanuel Petit, numéro 2 Claude Puel qui est un autre monégasque, numéro 1 c'est un inconnu si je puis dire sur le plan grand public, c'est François Denis, c'est un breton de 26 ans qui joue à Rennes, c'est bien pour lui. Enfin le carré d'as général, donc les 4 meilleurs joueurs depuis le début du championnat. Numéro 4, Marcel Dib, on pense à lui parce qu'il s'est blessé hier. Oui. Numéro 3, Safet Suzik. Numéro 2, Hasanovic. Et le numéro 1, c'est Philippe Périlleux que l'on va découvrir en image. Cela dit, on le connaît déjà parce qu'on l'a vu souvent l'an dernier. Hein. Voilà. Il possède une frappe terrible, il vient d'ici de marquer un coup franc face à Metz. Périlleux qui fait partie de ces joueurs qui ont 3 poumons, excellent dans les duels. Il est toujours là pour relancer le jeu lillois. On va le retrouver ensuite contre Nantes. Il porte le numéro 7, il perd le ballon et va revenir avec un tacle parfaitement régulier. C'est un joueur en fait tout à fait complet. C'est donc logique qu'on le retrouve dans ce carré d'as. Oui, du reste, Christian, c'est une confirmation, on le disait. Il avait fini 3e du dernier championnat derrière Enzo Schifo et Waddle. Il joue bien, il parle bien aussi, donc on va l'écouter. Ok. De figurer parmi les meilleurs footballeurs en France. Je crois que bon, c'est un objectif qui me faisait plaisir l'année dernière. Et bon, cette année, si je suis premier, tant mieux. Je vais essayer de faire le maximum pour rester dans les 4 premiers. Je crois que ça va être difficile, mais enfin, c'est un objectif que je me suis dit, que je me suis fait. Et j'espère qu'en fin de saison, je figurerai encore dans les 4 premiers. Une nouveauté, Jean-Marc Guillou est à présent en mesure d'établir un classement spécifique des gardiens de but. Là, on attend un petit peu que tous les gardiens de but aient été sollicités un minimum, comme ceux de Marseille ou de Monaco par exemple. Et puis, dans 2 ou 3 semaines, nous vous donnerons son premier classement concernant les gardiens de but. Christian Pérez, vous connaissez bien Philippe Périlleux, qu'est-ce que vous en pensez? Mais disons qu'à travers nos matchs, c'est la seule façon de le connaître, mais c'est vrai que c'est un excellent joueur, une grosse frappe, beaucoup d'abattage, et je pense qu'il est un des grands joueurs de France. 2 mots sur le carré d'as, je crois que vous trouvez ça intéressant, vous suivez les résultats? Oui, c'est intéressant, ça permet de voir évoluer, enfin de voir les joueurs défensifs, à vocation défensive, parce qu'on voit beaucoup moins, puisqu'on parle surtout des attaquants et des milieux offensifs. Mais je crois que pour ça, c'est intéressant. Alors, on vous a demandé de venir aujourd'hui, Christian, parce qu'à nos yeux, vous représentez le symbole du renouveau du Paris Saint-Germain. L'année dernière, vous vous disiez quelque peu brimé par les consignes défensives du Yougoslave Tomislav Ivic. Le Paris Saint-Germain a changé d'entraîneur. Henri Michel et Gérard Banide ont pris les commandes de l'équipe. Et on retrouve, c'est vrai, depuis 3 journées, un véritable attaquant.
Oui, mais pas que moi. Il y a toute l'équipe qui prend plaisir à évoluer avec ces deux entraîneurs. Je crois que bon, mais le message est bien passé. On nous demande de participer à tout, soit à la récupération, soit pour marquer des buts. Et je crois que là, ça fait plaisir à tout le monde. Est-ce qu'on peut dire, Christian, que l'objectif premier du Paris Saint-Germain en ce début de championnat est de reconquérir un public? Oui, bien sûr, parce que bon, à Paris, on est obligé de faire du spectacle. Donc là, ça passe par beaucoup de buts, par de très bons matchs, et là, je crois qu'on est bien parti. Il faut marquer des buts, vous avez raison, et on va voir qu'hier soir, au Parc, le contrat a été rempli, donc vous receviez Toulon. Et on va d'abord se rendre le long du terrain, au Parc des Princes, un petit peu avant le début du match, pour voir en grande conversation Roland Courbis, le directeur sportif de Toulon, avec quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Il s'agit de Bernard Cantier, un homme d'affaires de 33 ans, un homme d'affaires parisien, à qui Roland Courbis a demandé en mai dernier de venir donner un coup de main, de l'aider dans la gestion du club. Et donc Roland Courbis, ici en gros plan, est en conversation avec Bernard Cantier. Tout cela devrait aboutir normalement à la création d'une SEM, Société d'économie mixte, à Toulon. J'ai dit oui, j'ai rencontré la mairie et le conseil général qui m'ont donné carte blanche pendant 6 mois pour regarder un peu comment gérer au mieux ce club. Et à partir de là, en vue de la construction d'une SEM qui devrait prendre effet en principe à la fin octobre. Alors le match, 15 000 personnes environ au Parc, Paris Saint-Germain-Toulon, 40 minutes de jeu, corner de Suzik et un joli but, Christian. Oui, une tête plongeante de Thierry Lauré, et bon, Daniel est là pour récupérer ce ballon. Oui, Daniel Bravo en 2 temps, première tête sur la transversale, et puis son deuxième but depuis le début du championnat, 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Quelques minutes plus tard, superbe arrêt de Joël Bax sur une tête de Camboiré, 1-0, c'est le score à la mi-temps. 53 minutes de jeu, et là, on va vous demander, Christian, s'il y a pénalty sur vous. Soyez franc. Je suis toujours franc, je fais un crochet sur Tis et il me prend la jambe droite. Et, il y avait péno ? Oui, il y avait pénalty. Eh bien, Suzik a transformé, 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Quelques minutes plus tard, le but qui illustre pour vous, Christian, le nouveau Paris Saint-Germain. Oui, Suzik a le ballon et il a beaucoup plus de solutions qu'auparavant. Et là, je crois que c'est le renouveau du PSG. Là, vous tentez le petit lob et c'est vrai qu'il y a un coéquipier. Bravo encore pour son 3e but, un coéquipier pour reprendre son ballon. 3-0 pour le Paris Saint-Germain et puis sur la dernière action, là encore, SEM a des solutions. Oui, c'est ce qu'il faut essayer de faire, c'est que tout le monde participe et là, je crois qu'il n'y aura pas de problème. Et on prend plaisir, on l'a dit depuis le début, on prend plaisir à l'entraînement, on prend plaisir maintenant en match et c'est la seule solution pour avoir des résultats. Je crois qu'on était venu ici avant tout pour essayer de faire un match nul. Malheureusement, on a fait beaucoup d'erreurs ce soir et puis je crois qu'on a eu ce qu'on méritait. 4 buts, c'est lourd, mais bon, il faut espérer que ça nous fera du bien pour l'avenir et essayer de tirer le côté positif de cette défaite. Alors en tout cas, pour vous en ce moment, tout va bien, Christian? Oui, tout va très bien. Nous gagnons. Vous avez un gros manteau, c'était l'hiver dernier. Hein. Oui, c'était pas hier. C'était pas la même température. Ok. Petit retour en arrière, rapidement. En 80, c'est vous là, oui. Et vous gagnez le tournoi junior de Cannes. Oui. Dites-nous qui il y avait à vos côtés. Il y avait Daniel, Bravo, Jean-Marc Ferrari, Laurent Paganelli. C'était le bon temps. Alors après, il y a eu Nîmes, Montpellier, le Paris Saint-Germain. On a aperçu Yvick. Vous ne lui en voulez pas? Non, pas du tout. Il m'a fait progresser dans certains domaines, régresser dans d'autres. Mais je crois que c'est un excellent entraîneur quand même. Et là, peut-être votre meilleur souvenir, votre seul but en équipe de France, marqué en Yougoslavie. Oui. Et dans 10 jours, Christian, il y a France-Pologne au Parc. Michel Platini donnera sa liste après-demain. Voilà, on attend. On attend, vous n'avez pas une petite idée sur la question? Ah non, pas du tout. Non, je n'avais pas de fuite. Okay. L'équipe de France, c'est Michel Platini. Le Paris Saint-Germain, donc maintenant, c'est Henri Michel. Vous pouvez nous parler un petit peu d'Henri en tant qu'homme, le matin, quand il arrive à l'entraînement, ses conceptions dans le jeu? Et disons que l'homme, c'est quelqu'un qui donne l'impression d'être heureux. Enfin, il nous donne la bonne humeur. Et avec Gérard Banide, ses conceptions du football, le beau jeu, offensif et le contraire de ce qu'on a vécu pendant 2 ans. Tout pour nous plaire. Vous disiez tout à l'heure à Luxembourg que là, vous aviez retrouvé le plaisir, la joie même d'aller à l'entraînement le matin? Oui, disons que les entraînements sont différents et nous jouons beaucoup plus devant le but. Et là, c'est quelque chose de super pour nous. Le rôle de Gérard Banide par rapport à Henri Michel Gérard Banide s'occupe essentiellement de tout ce qui est entraînement. C'est lui qui fait les entraînements, qui les prépare. Et
Et Henri Michel est là pour regarder et pour donner ses appréciations. Alors ça marche bien, on espère que ça va durer. Est-ce que vous sentez que vous avez le feeling, comme on dit, avec le public? Est-ce que ça se passe bien, mieux que l'année dernière? Disons que sur le dernier match, je crois que les gens étaient ravis et ce qu'il faut continuer à faire, c'est ils paient une place de spectacle et je crois qu'on doit le rendre de cette manière. 4-0 hier soir contre Toulon, ça vous est arrivé combien de fois un score d'une telle ampleur l'an dernier? L'année dernière, je crois que ça n'est pas arrivé, mais nous jouions différemment. La dernière grosse victoire du Paris Saint-Germain? 3-0 à Cannes, je crois, il y a 2 ans. Merci Christian. Eh bien, on passe à Brest-Rennes. Pierre Toré, est-ce que vous avez senti à Brest, Pierre, l'ambiance d'un derby? Parce que c'était vraiment un derby, là. Hein? Oui, c'était un derby, mais un derby qui venait tout de même un petit peu trop tôt dans la saison, entre deux équipes relativement encore fragiles. Rennes, complexée par ses montées et descentes successives des dernières saisons, et Brest, vous le savez, qui sort d'une longue crise de structure interne et qui a bien failli disparaître. Au-delà de ce derby, plutôt assez tiède, c'était assez paradoxal dans cette saison. On attendait la prestation dans un contexte plus difficile de François Omane-Bihic, et il faut bien dire qu'on ne l'a pas beaucoup vu, mais je ne vous apprendrai pas qu'un buteur pour être vu a besoin de ballon, et ma foi, ses coéquipiers étant trop assurés à la défense n'ont pas eu le temps de le servir. Ok, Pierre, on va voir tout ça en images. On se rend donc à Brest pour ce derby, Brest contre Rennes. Armor, Armor, quand tu nous tiens, le football, après 2 premières journées à l'extérieur, faisait à Brest une rentrée attendue avec d'autant plus de sympathie qu'il avait manqué de peu y emprunter plutôt la sortie. Public nombreux donc, et d'autant plus rapidement conditionné que sur service de Martins, Ferrer manquait d'un demi-cheveu, ouvrir la marque après 10 minutes de jeu. Brest souqué, Rennes ramé, tanguait un peu, menacé même de prendre l'eau sur un nouveau tir de Ferrer au terme de cette percée à la fois rageuse et heureuse de Cloarec. Brest ainsi dominait de plus en plus et comme toujours en pareil cas, c'est pourtant Rennes qui manquait à son tour d'un quart de poil l'ouverture du score sur ce contre de Payard arrêté in extremis par Lama. Une dernière occasion brestoise avant la pause, mais toujours pas de but et en vérité, chacun avait fait sa religion de 2 équipes trop brouillonnes pour Brest et trop frileuses pour Rennes. Même physionomie à la reprise, un exploit de Yard dans les pieds de Martins, mais pas de but au final et 2 entraîneurs plutôt circonspects au bout de ce derby breton à revoir. Depuis le début de saison, je sais qu'il nous manque un finisseur et je crois que peut-être j'ai trouvé une personne de Goran Milojevic qui vient d'arriver. Sinon, on va chercher un joker, un finisseur et je crois qu'à partir de là, ça va aller mieux. Rennes a un objectif, le maintien. On a rencontré Saint-Etienne, on n'a pas été malheureux. On a battu Paris après une très belle période de 20 minutes. En deuxième, ça a été plus juste. Aujourd'hui, on peut être battu. Donc, on aurait tort de tirer des conclusions trop optimistes à l'issue de ces 3 matchs. Duel Marseille-Monaco, duel à distance. Ce sera dans la 2e partie de Téléfoot. En attendant, une page de pub. Quand vous donnez le meilleur de vous-même, votre organisme se déshydrate et perd des sels minéraux. Votre corps a soif et l'eau ne lui suffit pas. Il lui faut Gatorade. Gatorade fait plus qu'apaiser votre soif. Gatorade réhydrate votre corps en profondeur et lui restitue l'énergie et les sels minéraux, magnésium et potassium qu'il a perdus. Gatorade, quand votre corps a soif. Colombien 409, le baron est maintenant à 12h30. Nom de Dieu! Le commandant est blessé, nous sommes perdus! Mon Dieu. Regardez ces montagnes, on pourrait les toucher. On a perdu le contact. Alors je ne vois qu'une solution, mettre un pilote dans le vol 409. Charlton Heston. Un voyage au bout de l'angoisse. Oh mon Dieu, regarde, nous volons beaucoup trop bas. Suspense sur toute la ligne, 747 en péril, sur la 1. Retour sur la 3e journée du championnat de France. Christian Jean-Pierre, vous allez commenter avec Luc Sonore un résumé du match d'hier soir Monaco-Montpellier. Mais d'abord un petit magazine. Vous êtes allé à Monaco cette semaine et vous avez été frappé, vraiment frappé apparemment par l'ambiance qui règne dans l'équipe. Tout à fait Frédéric. Il y a une ambiance vraiment extraordinaire actuellement à Monaco. Les 3 nouveaux joueurs sont parfaitement intégrés. Alors dans le magazine, on va découvrir Franck Sauzet qui est l'un des joueurs les plus grands du championnat de France.
avec Rui Barros qui lui est l'un des plus petits, il ne mesure pas plus d'1m60, donc vous allez voir c'est assez étonnant, on va voir son image. Monaco 35 degrés, 38, combien Luc en ce moment à l'ombre? Ça doit revenir vers les 34. Franck Sauzet en paparazzi décontracté, image étonnante, inhabituelle, faite en principauté. Son départ de l'OM ne s'est pas fait sur un coup de tête. Ses relations avec les dirigeants monégasques étaient excellentes. Ce choix professionnel est en fait très facile à comprendre. Il était clair que ces derniers voulaient me refaire jouer au milieu. Et comme c'est un challenge qui me plaît énormément, j'ai fait mes débuts à ce poste-là, ce poste de numéro 8. J'ai dû régresser pendant 2 ans, disons, au poste d'arrière central olympique de Marseille. Et j'ai estimé que pour moi, c'était un bon tremplin à la suite et à l'évolution de ma carrière. Une coupe, 2 titres de champion de France, une demi-finale de Coupe d'Europe à 24 ans, la carte de visite est déjà bien remplie. J'ai connu 2 années fabuleuses à Marseille où la pression était intense, c'était très fort. Tous les jours à l'entraînement, en match, on avait la pression. Alors qu'à Monaco, c'est totalement différent. Ce sont les joueurs qui se mettent la pression. Et je dirais que c'est peut-être une pression qui paraît un peu plus saine. À ses côtés, 2 renforts. Rui Barros, un Portugais, et Gérald de Passy, un ex-Toulousain. L'effectif qui semble un peu juste ne devrait plus changer. Actuellement, le recrutement de l'AS Monaco est fini? Oui. Maintenant, si vous nous amenez un super joueur et que TF1 nous le sponsorise, nous étudierons la proposition, mais pour l'instant, oui. Cette année, Monaco doit compter sur l'expérience de Rui Barros, vainqueur de la Coupe UEFA avec la Juventus de Turin l'an passé, aux dépens de la Fiorentina. Ici, je pense que nous avons une très grande équipe. Nous pouvons tout à fait arriver en finale de la Coupe d'Europe. Barros et Sauzet ou David et Goliath. Ces 2 joueurs évoluent tous 2 en milieu de terrain. Franck et son 1m86 passent donc pour un géant aux côtés de ce lutin d'1m58. Plus petit que Bernardet, il fallait tout de même le faire, non? Pour le Barros, je m'en doutais quand même, parce que nous avions Ferraj qui était déjà l'un des plus petits, qui a joué les 3 dernières années sur le côté droit, et Barros qui lui peut jouer attaquant ou à droite et qui est encore plus petit. Donc je me disais, ça va être difficile d'en trouver un plus petit dans le championnat de France quand même. Regardez bien, Barros qui cherche Weah, c'est un peu la grenouille qui voulait se faire plus grosse que le bœuf. Mais comme le disait si bien Coluche... Mon père, il disait dans la vie, il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit. La bonne longueur pour les jambes, c'est quand les pieds touchent bien par terre. Voilà, petit clin d'œil. Et maintenant, on va donc à Monaco, où sous les yeux de Michel Platini, Monaco recevait donc Montpellier. Alors on commence par un petit numéro de Carlos Valderrama, excellent hier soir. Il fait ici un râteau face à Gérald de Passy, avant de relancer côté gauche. Il faut ensuite attendre la 20e minute de jeu pour voir la première action dangereuse. Weah qui joue avec Valéry. C'est bien ça, Luc? Sur cette action, on peut voir un peu le collectif de Monaco, avec Weah qui joue intelligemment sur Rui, qui lui, on connaît sa valeur au plan offensif, mais on a discuté le but. Voilà, on va revoir ce but sous un autre angle, un but remarquable de Rui Barros, qui n'est pas grand mais qui est vraiment très très fort. C'est une caméra qui est placée derrière les buts et on revoit toute l'action. Super travail aussi de Weah, il faut le signaler. On continue après avec cette action monégasque qui est tout à fait similaire. 3 minutes plus tard, Weah avec Sauzet, Weah à nouveau pour Rui Barros. Ce coup-ci, la frappe est complètement ratée. À 6 minutes de la pause, dégagement de Jean-Luc Ettori. Weah à nouveau prolonge de la tête. Rui Barros, plus vif que tout le monde, déborde et offre le 2e but à Ramon Diaz. Ramon Diaz aussi très bon joueur, qui vous aide beaucoup? Ouais, énormément, parce qu'il est très intelligent dans le jeu. On le voit peu, mais quand il a un ballon, c'est toujours utilisable en essai. Voilà, nous en sommes donc à 2-0. Il est 21h10 à la pendule du club monégasque sur le stade. Et là, Luc Sonor rentre en action. Regardez bien ce qui suit. Un lob parfait. Barabé est battu. Explication. J'ai vu que j'étais en retard. Je me suis dit la seule solution, c'était d'anticiper sur la passe. Chose que j'ai fait. Et bon, j'ai vu que Barabé était un peu avancé. Alors je me suis dit pourquoi ne pas tenter ta chance. Vu là où j'étais placé, je crois que c'était la meilleure des choses à faire. Ça a bien marché. Il y a eu un but. On gagnait 3-0. C'était fabuleux. La seule offensive montpelliéraine vraiment dangereuse de cette première période sera ce débordement du Polonais Ziobert. Il est vraiment très très fort, insaisissable hier soir. Mais Monaco s'amuse et Gérald de Passy aussi. Oui, tout à fait. Je crois que je me régale dans une équipe qui est capable de mener 3-0 à la mi-temps. Je crois que ça fait plaisir de jouer.
En seconde période, on retrouve un beau mouvement collectif avec Gérald de Passy puis Luc Sonor. C'est donc vous sur le côté gauche. Appel de balle de Diaz. Finalement, Luc joue avec Franck Sauzet, qui est donc maintenant tout à fait rétabli. On l'écoute. Et après ces 85 minutes de jeu, je crois, j'avoue que je suis quand même assez éprouvé, mais j'ai pris quand même beaucoup de plaisir à jouer dans cette équipe. On a beaucoup parlé du collectif monégasque et ce soir, on en a eu encore la démonstration. En fin de match, le Polonais Ziobert réalise un très joli numéro. Alors là, il passe tout le monde en revue. Hein, Luc? Oui, on avait beaucoup donné dans ce match. Je crois que là, on est un peu statique, mais à la limite, c'est un peu normal. Quand on gagne 3-0, on a tendance un peu à décompresser. C'est malheureux, mais enfin, on avait gagné. Score final 3-1 donc, Frédéric. Oui, votre but est superbe, Luc. Vous en marquez de temps en temps. L'année dernière, pas beaucoup, hein, je crois, quand même. Non, l'année dernière, j'en ai pas mis du tout. J'ai énormément d'occasions, j'en ai pas mis une seule. Bon. Ça tient à quoi? Là, cette année, la première, c'est au fond, et l'année dernière, 0 en 38 matchs. Je crois que ça dénote un peu l'état d'esprit de Monaco cette année. C'est-à-dire qu'on est une équipe très offensive et on peut voir que déjà dès le départ, il y a 3 défenseurs qui ont marqué. Donc ça prouve que tout le monde est capable de marquer dans cette équipe. Et à partir de là, on peut voyager très loin. Alors justement, il y a une explication, c'est une consigne d'Arsène Wenger. Comment ça se fait que Mendy, Petit, puis vous, maintenant, vous marquez des buts? Non, pas du tout. Il n'y a pas de consigne particulière. C'est vrai qu'on est des défenseurs assez offensifs. On est amené à avoir des occasions. Bon, c'est tant mieux si on peut les mettre de temps en temps. Je crois qu'il ne faut pas toujours attendre que les attaquants, les milieux de terrain la mettent au fond. Eux, ils défendent autant que nous. Donc, il n'y a pas de raison que nous, on ne puisse pas en marquer de temps en temps. Vous vous sentez vraiment très fort cette année, plus fort que la saison dernière et capable de rivaliser avec Marseille sur la durée du championnat? Je dirais que dans l'esprit, ça n'a pas changé, mais ce qui a été amélioré, c'est le plan offensif. L'année dernière, Ramon et Georges Roya étaient assez isolés. Cette année, avec l'apport de Franck et Gérald, je pense qu'on a plus d'arguments techniques et ça nous permettra d'avoir beaucoup plus d'occasions. L'année dernière, le problème de Monaco avait été l'attaque, hein, je crois. Oui, ça a été l'attaque parce qu'on a eu pas mal de blessures. Bon, on a des garçons comme José Touré, Marc Atlet et Glenn Odell qui étaient quand même sur la touche. Donc je crois que quand on a 3 garçons de ce calibre qui ne peuvent pas jouer, c'est important. Ça nous a peut-être touché un peu moralement. Ramon a fait ce qu'il a plu, ainsi que Georges. Donc je crois que le recrutement a été très bien fait, étant donné que ce sont 3 garçons, que ce soit Franck ou Gérald, qui ont énormément d'arguments techniques. Et on a pu le ressentir à travers les 3 matchs que Monaco a fait déjà depuis le début de la saison. C'est vrai que cette année, on a beaucoup plus d'occasions, on se sent plus fort à ce niveau-là. D'accord. Sur un plan plus personnel, Luc, est-ce qu'il est facile de résister à toutes ces tentations quand on est footballeur professionnel? On va voir des images sur la Côte d'Azur. On vous avait tourné l'an dernier au moment de vos vacances et d'ailleurs, vous restez sur place pour vos vacances. Tout à fait. Quand on a un paradis comme la Côte d'Azur, il est difficile de partir. C'est vrai que dans la saison, quand il y a le championnat, bon, il n'est pas très conseillé d'y aller. C'est pas une chose qui plaît tellement à Arsène Wenger, l'entraîneur. Oui. Donc on évite d'y aller. Donc pendant les vacances, on en profite. C'est ce qu'on n'a pas pu faire. Est-ce que vous avez le droit de vous baigner, tiens, avec votre contrat, quand vous êtes footballeur professionnel? Le droit, je ne parlerai pas de droit. Je dirais que c'est pas vraiment conseillé, dans la mesure où c'est pas vraiment pour les muscles, d'après ce qu'on dit. Mais non, c'est pas très conseillé, on n'y va pratiquement pas. Et là, pour le plaisir, bouquet final, on a revu votre but d'hier soir. Alors Luc, une question. Quelles sont vos relations avec Michel Platini, qui était hier donc au Stade Louis II? Mes relations avec Michel Platini sont excellentes. Je n'ai aucun problème avec personne, que je sois sélectionné ou pas. Mais vous espérez rejouer un jour en équipe de France? Oui, j'espère, j'ai de l'ambition. Ça serait malheureux si à mon âge je disais que je n'espérais plus. J'espère revenir, j'attendrai mon heure. Et puis pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est de flamber avec l'AS Monaco pour prouver. Il y a 2 ans, Monaco a joué un quart de finale de Coupe d'Europe. L'année dernière, c'était une demi-finale. Vous pensez que cette année, vous pouvez jouer la finale? Cette année, je ne fais pas de pronostic. Mais enfin, je crois qu'avec le recrutement et avec ce qu'on a démontré au 3 premiers matchs, je pense qu'on a des arguments encore plus sérieux. Donc, pourquoi pas la finale? On a la capacité pour y arriver. Vous jouez arrière latéral. Christian Pérez joue attaquant sur le côté. Vous l'avez déjà marqué? J'ai la chance de ne pas avoir Christian sur mon côté parce que c'est un petit ailier assez vif. Je déteste ça, donc moi je joue à gauche, lui il est de l'autre côté, donc heureusement on ne se rencontre pas. Comment vous vous entendez avec Franck Sauzet dans la défense de Monaco? Merveilleux. Je crois que Franck n'est plus à décrire parce que partout où il est passé, il a laissé que des bons souvenirs. C'est un garçon intelligent et en plus il a une gentillesse fabuleuse, donc à partir de là, il n'y a pas de problème d'adaptation. Il est arrivé, c'est comme s'il était là depuis 2-3 ans déjà. Merci Luc, et ça me donne l'occasion de vous présenter 11 mondiales. Il y a une interview de Franck, donc à l'intérieur, et puis en couverture, il nous présente le calendrier de poche de 11 mondiales, un calendrier détachable au centre du journal. 11 mondiales, voilà,
11 mondial, un mensuel qui coûte 17 francs et le calendrier de poche très pratique. François Bidot en a déjà pris 2 ou 3 dans le bureau. Autre mensuel, Football Club, 27 francs, qui présente à l'intérieur une longue interview de Jean-Claude Darmon. Et puis en couverture, il y a Bernard Tapie. Hier soir, vous étiez à Marseille, Pascal Pro. Est-ce que l'OM a fait un bon match et est-ce que Papin et Stojkovic ont été bons? Écoutez, Papin, il a eu autant d'occasions que d'habitude, mais il y a eu peut-être un petit problème de concrétisation. D'habitude, il marque les occasions qu'il a eues, en clair. Stojkovic, je l'ai trouvé peut-être moins spectaculaire que face à Nice, mais il a été très présent dans le jeu. C'est un meneur de jeu, il oriente le jeu véritablement de l'OM, il récupère beaucoup de ballons défensivement et il porte le danger offensivement. Alors Stojkovic et Papin, nous étions cette semaine à Marseille pour les filmer avec Vincent Hardy et puis Mathieu Dupont à la caméra, de belles images, vous allez voir. Ensuite, Pascal, vous nous proposerez le résumé de ce match d'hier soir, Marseille-Caen. Avec plaisir. Ces jambes valent 49 millions de francs. C'est la somme qu'a déboursé Bernard Tapie fin 1989 pour s'attacher les services de Dragan Stojkovic et réaliser ainsi le transfert le plus élevé de l'histoire du football français. À 25 ans et demi, Dragan découvre donc Marseille et la France. Tout comme Skroblar, Jazic, Petrovic qui l'ont précédé, Dragan est un pur produit de l'école yougoslave. C'est à 16 ans qu'il commence en première division à Radniki Nice. À 18 ans, il effectue ses débuts internationaux contre la France. Rapidement, il rejoint l'Étoile Rouge de Belgrade. Sa science du dribble, ses qualités techniques, son toucher de balle font de Pixi, c'est son surnom, une star en Yougoslavie. Au fait, pourquoi Pixi? Quand j'étais gamin, je regardais souvent les dessins animés. J'aimais beaucoup Tom et Jerry. En yougoslave, on appelle Jerry Pixi. Et j'adorais ce personnage. Mes camarades d'école m'ont donc surnommé Pixi. Fait sans précédent, il est élu 3 années consécutives meilleur joueur de son pays. Morceau choisi. De la même manière qu'il s'est imposé en peu de temps à l'Étoile Rouge de Belgrade, Dragan, qui ne prononce que de très rares mots en français et vit encore à l'hôtel, a conquis Marseille dès la première journée contre Nice. Sa gentillesse, sa disponibilité font le bonheur des chasseurs d'autographes. Je suis très content, je ne peux qu'être trop content de la façon dont j'ai été accueilli ici, dont j'ai été reçu. Si c'était à refaire, ce serait évidemment oui tout de suite. Les pieds sur terre, Stojkovic a du plomb dans la tête. Il manifeste aussi une grande conscience professionnelle. Je dois travailler sans cesse. C'est la condition principale pour réussir, le reste vient après. Vision du jeu étonnante, mobilité permanente, Pixi bénéficie d'une palette de qualités techniques qui en fait actuellement sans doute le meilleur à son poste. C'est un talent à l'état pur qui sait se mettre au service de la collectivité, ce qui est, à mon avis, une de ses grandes qualités. Décidé à séduire, il ne ménage d'ailleurs pas ses efforts à l'entraînement. Oui, je suis fatigué. Alors, rien de tel qu'une bonne balade en bateau en compagnie du capitaine Papin, histoire de se changer les idées et de faire plus ample connaissance. En dehors du football qui me prend beaucoup, je suis très discret, je préfère rester avec ma femme et ma fille. Sur un terrain, je rigole, je râle, je ne suis pas capricieux mais je ne supporte pas de manquer un geste, je ne suis pas une star. Jean-Pierre Papin fait tout pour faciliter l'intégration de son coéquipier et il se réjouit de pouvoir côtoyer un tel joueur. Il a fait vivre République et puis je crois qu'il a fait vivre ses coéquipiers, je crois que c'est le principal. Ah, facile. Bonjour pour Téléfoot. Bonjour pour Téléfoot. Avec ce centre de Olsen, Diver passe devant Moser dans les bras d'Olmeta. 12e minute, l'un des hommes des coups de pied arrêtés, Dragan Stojkovic, cantonna au-dessus de Dumas. L'OM mène 1-0 et premier but d'Éric Cantona depuis son retour sur la Canebière et 100% de réussite puisqu'il s'agit de la première attaque marseillaise transformée en but, de l'efficacité des grands joueurs.
18e minute, Bernard Pardo à la lutte avec Denbourg. Sur la droite, Papin est parti. JPP a-t-il, oui ou non, marqué? La réponse avec la caméra du bas. Eh bien non, puisque le Bourgeois revenu sauve sur la ligne. Les ballons brossés de Stojkovic, exemple, Boli n'a pas repris. Fin de première période et mention spéciale pour Bernard Pardo, le nouveau numéro 6 titulaire de l'OM qui analyse son début de championnat. Il faut se dire que ça fait 3 matchs que nous jouons, ça fait 3 matchs que nous n'avons pas la même composition d'équipe, donc pour l'instant nous sommes en phase de préparation. Deuxième mi-temps, Pardo, Stojkovic, exceptionnel donneur de ballon. Papin ne pense pas qu'à lui, il y a Eric Cantona au centre et JPP l'avait vu. Davantage de rythme après une heure de jeu, Pardo, Vercruist, Stojkovic, le patron. Stojkovic qui avance, Cantona fixe et libère l'espace pour Abedi Pelé. Un centre et Jean-Pierre Papin reprend à côté. Autant d'occasions que d'habitude, simplement cette fois pas la finition coutumière pour le meilleur avant-centre de France. 63e minute, l'événement, Chris Waddle à la place de Vercruist, le retour du héros, le Vélodrome est debout. Et tout juste 30 secondes plus tard, Waddle, Cantona, Papin cisaillé par Dumas. Et incroyablement, M. Véniel ne siffle pas pénalty. Le dernier quart d'heure, Olsen perd le ballon, Amoros pour Stojkovic, le maître yougoslave en action. Je conduis mon ballon, je regarde, je lève la tête, je donne mon ballon. Cantona au deuxième poteau, 2-0. Le football des artistes marseillais en action. De l'or en barre pour l'Olympique de Marseille que d'avoir à la fois Stojkovic et Eric Cantona. Une réaction peut-être... Un rival pour le but de Luxembourg. Ah, certainement. 2 minutes plus tard, Fabrice Diver s'amuse avec Bruno Germain. Et au centre, Dangbeto surprend Boli et réduit la marque. 2-1, score final. Et un dernier but qui a plongé curieusement les Marseillais dans la tristesse. Pas la grande joie dans les vestiaires. Une moue de Papin, Cantona pourtant très entouré, et analyse de Gérard Gilles. En deuxième mi-temps, la rentrée de Chris Waddle, beaucoup plus de facultés collectives, et je crois qu'on est sur le bon chemin. Ça se fait petit à petit. Alors des nouvelles, Pascal, de Jean Tigana, on ne l'a pas vu sur les images, je crois même qu'il n'était pas au stade. Tout à fait, je crois que Tigana n'est plus le titulaire de l'Olympique de Marseille au poste du numéro 6, donc très certainement la situation va évoluer parce que Tigana, ce n'est pas le genre à rester sur un banc de touche. On a parlé d'un club. Bastia, on verra ça tout à l'heure. Alors on voit les classements, mais d'abord un petit coup d'œil à notre sponsor. Téléfoot, le grand spectacle du foot avec l'ouragan Catavana. Catavana, le champion des outils sur catalogue. Catavana. Voilà les 10 premiers de la première division, c'est donc l'échappée pour Monaco et Marseille. Déjà, 3 victoires en 3 matchs, 6 points pour chacune de ces deux équipes. Grâce à sa meilleure attaque, Monaco est leader. Derrière, le Paris Saint-Germain, Toulouse, Rennes sont à 2 points. La deuxième partie du classement avec bien évidemment cette 17e place occupée par les Girondins de Bordeaux. 2 nuls, aucune victoire en 3 matchs, dont 2 joués à domicile, ça ne pouvait pas aller plus mal. 24 buts ont été marqués, c'est le meilleur total depuis le début du championnat. Bravo et Marsico ont marqué 3 fois depuis le début du championnat. Derrière, il y a 10 joueurs à 2 buts, les spectateurs près de 14 000 en moyenne, là aussi c'est pas mal. Et puis on va se rendre en deuxième division, en Corse plus précisément, où se trouve Thierry Orland, à qui nous souhaitons un bon anniversaire Thierry. Mais ce n'est pas Thierry que nous retrouvons, c'est Hervé Matou pour le choc entre les leaders. Bastia recevait Guignon. Jean Tigana, remplaçant à Marseille, va-t-il signer au Sporting Club de Bastia? C'est une rumeur, mais vraie ou fausse, elle illustre bien la résurrection du club corse. Souvenez-vous, fin 87, le Sporting est en faillite, les joueurs ne sont plus payés. Aujourd'hui, changement radical, Bastia a terminé la saison en équilibre financier. À la base du miracle, cet homme, Jean-François Philippi, 48 ans, PDG d'un holding important sur la région, il a trouvé les mots justes pour que tout le monde, mairie, département, région et socio-professionnels, mettent la main à la pâte pour sauver le club. Oh bien sûr, à Bastia, tout n'est pas encore comme ailleurs. Furiani est toujours Furiani et le terrain d'échauffement est unique en son genre. Mais pour le reste, c'est le grand lifting. Bastia a ses loges privées comme presque partout ailleurs. Et puis surtout, les nouveaux capitaux ont permis un recrutement judicieux. Le club revient à ses premiers amours, les joueurs africains avec 2 bijoux, le Marseillais Diallo et Kabongo qui a surpris tout le monde en quittant Lyon.
Moi personnellement, j'aime bien l'aventure et c'est comme ça que ça m'a intéressé la deuxième division. Je suis monté avec Paris et Lyon et pourquoi pas Bastia. Ajoutez à cela un autre ex-lyonnais, Joël Fréchet, et le Martégal Gilles Salou, ici à gauche. Le Sporting annonce la couleur, la montée directe en Division 1. D'autant qu'après 2 victoires consécutives, c'est toute la ville qui y croit. Ici, on ne demande qu'à rêver. On va monter en première division, oui. Eh bien, on continuera en première division. Je souhaite, à mon époque, de jouer encore une finale de Coupe européenne. Hein. En attendant la Coupe d'Europe, les Bastiais devaient passer l'obstacle guegnonnais. Guignon impressionnant la semaine dernière contre Dijon. Les Bastiais partent très fort, 9e minute, Fréchet excellent hier soir, centre sur la tête de Lipini, mais ça passe juste au-dessus. 10 minutes plus tard, action Diallo-Kabongo. Le Sénégalais se présente tout seul face à Durand. Il cafouille un petit peu et César Nativi vient le gêner en le taclant bizarre. Bastia pousse, à nouveau Fréchet, à nouveau Diallo et à nouveau la chance pour le gardien guegnonnais. L'une des rares occasions bourguignonnes de cette première mi-temps. Belle ouverture de Séché pour Zimbe, mais Valanconi est bien sorti. Finalement, les Bastiais vont trouver la faille en deuxième mi-temps. À 10 minutes de la fin, centre de Santini. Durand et Colombo se gênent. Kabongo est là pour pousser la balle au fond. 1-0. Troisième victoire en 3 matchs pour Bastia. Avant de recevoir Nîmes, la semaine prochaine, les Bastiais peuvent être optimistes. De ce groupe A, 3 matchs, 3 victoires. Bastia, seul leader, derrière une seule équipe compte 5 points. Il s'agit de Nîmes et c'est vrai Hervé, samedi prochain, Bastia recevra Nîmes. Et ça marche pour le Red Star, leader de la 2e division, groupe B. L'équipe de Saint-Ouen n'avait plus connu cela depuis une bonne quinzaine d'années. Victoire hier soir 1-0 à Laval. Gag lorsqu'on sait que le Red Star devait évoluer en division 3. Le Loto en première division, 3e victoire à l'extérieur en 3 journées, celle d'Auxerre à Cannes, il fallait la trouver, mais surtout le piège, c'est la victoire d'Angers à Lens. Les rapports dans environ 3 quarts d'heure sur TF1. Et puis toutes les informations sur Minitel 3615 code TF1. On passe au top but. À partir de demain, tout redeviendra comme avant, c'est-à-dire que dans le journal François, vous pourrez trouver un bon de participation vous permettant éventuellement de faire rentrer le but de votre choix dans la séquence. En attendant cette semaine, pour la dernière semaine, Christian, c'est l'équipe de Téléfoot qui a fait cette sélection et nous n'y sommes pas allés de main morte puisque nous avons fait rentrer 3 buts, 2 marqués par François Mambiik, 1 marqué par le jeune lyonnais Masson et ça nous donne vraiment un 5 majeur superbe, très bien. Oui, mais je crois que ce qu'il faut dire, c'est que ça va encore sans doute beaucoup évoluer la semaine prochaine, car il y a eu sur cette journée beaucoup de très jolis buts. Il faudra choisir peut-être entre Cantona, Sonor, on verra. Luxonor, bien sûr. Et oui, on verra. Rentrée éclatante de Mambiik dans ce top but. Cette reprise tout en finesse face au PSG est le 5e plus beau but depuis la reprise du championnat. Classé pour la 2e semaine consécutive, aujourd'hui en 4e position, le tir croisé de Jean-Pierre Papin face à Nice lors de la première journée. Juste devant à la 3e place, le jeune lyonnais Masson et cette frappe du droit de 25 mètres. Des buts comme ça, le public lyonnais en redemande. Classé 2e, cette superbe action cannoise avec au départ Jean-Luc Sassus en très grande forme actuellement. Jean-Luc Sassus qui fait moins de 11 au 100 mètres prend tous les Montpelliérains de vitesse avant d'offrir une balle en or à Carmelo Michiche. Numéro 1 cette semaine, le premier but d'Omambiik face au PSG. L'attaquant camerounais réalise un carton, ses 2 buts sont rentrés dans le top cette semaine. Carlos Moser appréciera en connaisseur cette superbe envolée. Coup de chapeau donc à ce joueur rennais. C'est la première fois avec Mambiik qu'un même joueur est présent 2 fois dans la séquence. Et si vous aimez le foot spectacle, je vous signale que samedi prochain, à 15h, à Créteil, il y aura un match amical entre le Congo et la Réunion. Pascal, on parle de l'agenda, on voit un petit peu... en fait, c'est surtout samedi prochain, la 4e journée. Nantes-Monaco, ce sera l'événement. Peut-être un avis, Luxonor. On sait que les Nantais sont toujours en difficulté à la Beaujoire. Vous irez pour gagner? Oui, on va toujours pour gagner, quel que soit le club où on va. Je crois que quand on va aller de l'avant, il faut y aller pour gagner. Donc, bon, on verra. Je crois que Nantes, il ne faut pas se fier aux résultats qu'ils ont fait dernièrement. Que ce soit Monaco ou Marseille, ce sont des équipes qui vont être attendues. Donc, je pense que ce sera particulièrement difficile là-bas. Mais bon, rien n'est joué d'avance. Et vu le bon départ qu'on a fait, moralement, on est très bien. Donc, je pense qu'on a les capacités de ramener quelque chose là-bas. On peut poser la même question à Christian, parce que vous, sentimentalement, c'est un déplacement important. Vous allez, vous le savez, à Montpellier, d'où vous venez. Vous y retournez avec plaisir? Toujours. C'est un petit peu ma région, bien que je sois de Nîmes, mais
nous irons aussi pour essayer de récolter quelques points. Quel est votre objectif à vous au Paris Saint-Germain? Luc nous disait que bon, c'était de rivaliser pour Monaco avec Marseille. Pour le Paris Saint-Germain? Nous, ce n'est pas de rivaliser avec quelqu'un, c'est d'essayer d'être dans les meilleures places possibles et pourquoi pas européennes. Très bien. Eh bien, merci à tous les deux. Cette émission est terminée. Nous vous quittons toujours avec des images de canicule, un petit peu celles qu'on avait au début de cette émission pour le générique. À bientôt et bonsoir. Merci. Téléfoot, le grand spectacle du foot avec l'ouragan Catavana. Catavana, le champion des outils sur catalogue. Catavana. Sous le soleil, exactement, juste en dessous. Nouveau-Mexique, vers le Cap-Vert. Était-ce sur un archipel sous le soleil exactement? Pas à côté, pas n'importe où, sous le soleil, exactement, juste en dessous. C'est sûrement un rêve érotique que je me fais les yeux ouverts. Et pourtant, si c'était réel, sous le soleil exactement. Côté, pas n'importe où, sous le soleil, sous le soleil. TF1 et Énergie présentent Rock Voisine en concert.